Le manoir djerbien, un modèle de l'insularité. Le miracle djerbien. L'île de Djerba a composé un modèle socio-économique digne de référence théorique pour un développement harmonieux et durable. Ce n'est pas que le lieu soit de richesse, au contraire, il est sans ressources, avec une terre très pauvre, une eau saumâtre et saline. Toutefois, les conditions de la pauvreté ont promu l'économie prospère d'un système producteur, porteur de vie, de diversité végétale et de richesse écologique, de régulation de la consommation adaptée aux besoins collectivisés. Parce que les ressources étaient faibles, les hommes inventaient un modèle socio-économique qui organise la vie sociale et les comportements, s'associe au milieu pour produire et promouvoir une richesse de la faune, développer la beauté végétale et conserver l'exception de sa nature, combiner la vie des êtres et le pacifisme de ces gens. Les hommes ont associé l'esprit au milieu pour entretenir une spectaculaire végétation sur un sol fragile, réaliser une harmonie de la vie sociale et une communauté des hommes. Au lieu de faire école, ce modèle a été négligé. L'héritage précieux a été éreinté, mis à néant en l'espace de quelques années. Esquisse du cadre naturel. L'originalité d'un système insulaire est l'adaptation des conditions de vie aux moyens. Il faut donc recomposer le contexte physique et sociologique de l'île de Djerba. L'œil artistique du géographe observerait de son microcosme ce territoire isolé, peu éloigné du continent africain, avec une mer faiblement profonde d'une excellente qualité naturelle et d'exceptionnelle richesse halieutique. Cette mer de Djerba, réputée envahie par les poissons d'une dite mer des langoustes, mer des éponges, mer des mérous, mer des pêcheries fixes, mer du poisson endiablé qui porte aux hallucinations, mer des poulpes ou encore mer des derniers raies, ou simplement mer du poisson abondant qui faisait craindre aux dames d'aller dénuder dans l'eau. De longues plages et de dunes blanches surlignent une luxuriante forêt sans cité, avec ses lieux d'agriculture et de pâturage. Les couches superficielles de la nature se sont posées sur le sol comme une fluctuation de couleurs de bleu et de vert, de blanc et de brun d'une toile de Maïmonisse. La vision de l'île laissait entrevoir des traits naturels de dunes blanches et de sable fin, entre la mer et la terre pour servir de protection à l'écologie et à la vie, d'une promotion de la production agricole et de l'habitat. Une dense forêt abrite une foule d'oiseaux en transit qui viennent nidifier, semencer, diversifier la richesse biologique et reproduire une admirable nature à Seg, à Ras El Mel ou encore dans quelques zones non réservées de Djerba. Un zoom géographique dévoilerait les chemins de verdoyants sentiers plus ou moins étroits qui mènent vers des carrefours de liaison, de mosquées, de points d'eau, de points de rencontre, et s'infiltrent jusqu'au noyau social d'un isolement familial des manoirs. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les poètes ont fait la légende de Djerba, d'une île des jardins réputée pour son climat si doux qu'il empêche de mourir, où les citronniers sont hauts comme des cèdres, d'un pays de 5e saison et de luxuriance de ses paysages, avec une richesse de la faune animale et le goût du poisson. Cette légende ne devrait pas faire oublier la fragilité de l'écosystème. La luxuriance des paysages contraste avec la pauvreté des sols et la faiblesse des ressources hydriques, d'une eau saumâtre et de mauvaise qualité qui a longtemps fait la mauvaise réputation des maladies gastriques, sans oublier qu'elle a apporté le regard d'une mort traîtresse. Nombre d'envahisseurs et de dominateurs sont venus y mourir au cours de leur siège et séjour. La luxuriance des paysages voile une pauvreté des sols et une fragilité de l'écosystème. Djerba n'est qu'un miraculeux bout de désert sur l'eau, d'une merveille qui ne tient qu'à un équilibre fragile de l'homme et de son milieu, des plantes et du sol, d'une végétation qui filtre l'ardeur du soleil et transfère une fraîcheur des vents, de particules de feuillage et de senteurs. La tradition agricole a été étroitement mêlée à la biogéologie, avec le soin délicat des hommes pour une exploitation ajustée des ressources aux besoins
d'une consommation économe adaptée à la lente fructification d'une nature qui marie la vie des êtres avec la beauté de la nature. La zone nord-est dite Rabat de Djerba est exploitée comme une agriculture forestière d'oliviers, de palmiers, de grenadiers, d'amandiers, citronniers ou quelques autres arbres végétaux fruitiers. À Djerba, l'arbre dispose d'un titre de propriété légale pour l'exploitation, l'entretien, la production et la transmission. Cette privatisation de la forêt et de ses arbres entretient la production et la luxuriance de la végétation, l'humidité des sols et le microclimat, la fraîcheur et la beauté des paysages, la protection du flanc agricole et la défense civile. La culture agricole ne devrait pas nier les traditionnelles productions de senteurs pour les pros, les parfums, les herbes à fumer de tabac et de takrouri, de nectar de fruits et autres liqueurs, de mit al-anb et de divers khiel, de nezita ou de liqueurs de shelba, ces drogues hallucinatoires à base de têtes de poisson, ainsi que divers secrets utilisés par les Issaouis pour endurer les souffrances collectives d'une si vieille influence de culture chrétienne. Seule une lecture émancipée de l'islam déclassera ces pratiques dans le haram musulman. La prohibition de ces substances sera déclarée par l'État républicain de Bourguiba, désormais proscrite par prescription religieuse. Les transes des Aïssaouis et autres pratiques exorcistes furent interdites par une Tunisie émancipée alors qu'elle contribuait au mystère du Nil endiablé. L'absence de pouvoir central est une caractéristique importante de Djerba qui s'avérera cause de désolation. Jusqu'aux années 70, le schéma topographique de Djerba est resté de type rural avec des domaines fermiers, une stricte législation agricole, des maisons de campagne très éloignées les unes des autres. Il n'y a pas la tradition de la ville, à peine quelques quartiers de Houmet Gallala, Houmet El Mey, Houmet Sedwiksh, Houmet Sfara, Houmet Rabbana, Houmet Rizen, ou encore Houmet Sourq, qui porte son nom tardif de quartier du marché. Elle fut instituée chef-lieu de Djerba, centre des recettes fiscales, puis déclarée domaine public par l'autorité du protectorat. Houmet Sourq prendra l'ampleur de petite ville dans les années 70. Quant à Médoune, bien que le nom arabe signifierait petite ville, elle n'a jamais été une cité, sinon un lieu de dépôt et de transit des grands marchands. Les principales familles du lieu s'étaient accordées avec l'autorité du protectorat en 1923 pour porter un centre administratif avec un état civil, une école, un bureau de poste et un marché hebdomadaire. Les anciens fondors furent abusivement détruits fin des années 70 en cause d'une pression de la municipalité pour la modernité. Le principal fondor de Médoune fut démoli et reconstruit en centre commercial, tandis que ceux de Houmet Sourq et de Ghiriba, appelés encore caravansérail, ont préservé leur cachet et sont exploités en tant que maison d'accueil pour les pèlerins ou en tant qu'hôtel. Le terroir de Djerba a été aménagé en relation avec les fonctions vitales. Des sols quasi ouverts sont réservés à des activités de ressourcement agricole, forestier, marin et divers élevages. Les lieux de production sont isolés dans les campagnes, parfois souterrains. Les mosquées agissent comme des carrefours locaux qui servent de points d'eau, lieux de rencontre et d'information. Les places de marché sont apparues très tardivement sous l'autorité du protectorat français. Les Djerbiens pratiquaient un commerce itinérant où les produits et les services étaient négociés à domicile, produits chez l'habitant dans les manoirs. Il n'y a pas la tradition de la ville à Djerba, ni même du pouvoir centralisé. Le palais Ben Ayed est l'exception d'un pouvoir centralisé, personnalisé, édifié par le caïd, autorité du bey husseynite. Le système d'autorité ne suivait pas les directives d'un guide, mais les guidances de sages savants organisés au sein de méconnus comités de Hazaba. Ces étranges comités, organisés à divers niveaux, tenaient les destinées de l'île. Les comités Hazaba ou les Hazaba apportaient un avis, une connaissance technique, une solidarité d'action, une organisation de célébration, etc. À l'origine, le mot désigne l'attitude de l'impersonnel, d'une capacité à s'oublier soi-même pour une considération de l'intérêt collectif. L'étape de formation est essentielle pour établir l'objectif et les faits de science. Il s'agit donc d'une formation de l'éducation
pour construire un esprit neutre autant pour la connaissance et les émotions. Ce statut de neutralité de la conscience est une étape d'accès à la connaissance et à la sagesse où l'on retrouve une philosophie socratique. L'attitude réussie permettait à l'étudiant, lui permettait de joindre le comité et porter le vêtement blanc des Azab ou des Azabi. Ainsi, ils porteront la connaissance technique, le savoir rationnel, l'esprit de groupe, la défense du corps communautaire. L'obéissance était une caractéristique de discipline communautaire. Les habitants se tenaient à obéir et à suivre une homogénéité de comportement dont l'intérêt était puisé dans l'expérience humaine du corps social au sein d'un réseau communautaire où l'individu s'ancre au sol, à un manoir, à une tradition, à une famille, à un voisinage, un imam, une communauté, en solidarité avec le groupe. La construction sociale est donc une sociologie originale. Les règles d'obéissance n'ont pas toujours été harmonieuses. Plusieurs périodes historiques révèlent des ruptures et des désaccords. Les conceptions communautaristes impliquent des différences d'identité que l'État doit homogénéiser dans l'idée nationale. Au moment de l'indépendance tunisienne, les cartes d'identité nationale référaient à l'origine régionale du gerbé, au grand désagrément de certaines susceptibilités qui faisaient valoir leurs précieuses contributions au parti destourien pour financer le Congrès, défendre des projets autonomes, construire un État moderne, indépendant, affirmer leur arabité, défendre leur nation tunisienne. Certains encore ont vainement tenté de faire valoir dans la nouvelle constitution de 2014 leur spécificité culturelle de minoritaire et d'insulaire. Ce n'est pas moins que la question existentielle pour un État de la liberté de conscience et de l'appartenance culturelle dans cet État national. Je vais sauter la partie sur l'exception ottomane. Alors, le système foncier. Le système coutumier de Djerba a son originalité coutumière. Les terres, autant que les arbres, sont des appartenances légales, avec des titres de propriété, un nom, une fonction, soit pour l'agriculture, la culture, l'élevage, la ressource, la production marine, la sécurité alimentaire, la rencontre sociale, la défense civile, etc. Certaines terres sont collectives, elles se caractérisent par un régime d'indivision pour des intérêts de cohésion sociale et de sécurité. Ce système coutumier de grande modernité mêle l'individu à l'intérêt collectif, de sorte que nul ne peut vendre la propriété ou prendre une décision en dehors de la communauté sans l'accord impossible. Ce système coutumier s'apparente à l'organisation d'une structure de groupe d'entreprises dont l'homogénéité de sécurité est préoccupée de patronyme. Ce roc social de l'indivision a longtemps été fermé. L'autorité de ce système commun a fondu du fait du désintérêt local et de la migration, la transmission d'ordre familial étant difficile à conserver. Le sens de l'intérêt collectif aurait été mieux préservé si l'organisation avait pu passer le cap de la représentation anonyme. Les parts se seraient librement échangées ou vendues au sein du groupe à la faveur des personnes volontaires et représentées. Ce système coutumier aurait simplement dû adapter la forme d'une structure juridique de société anonyme à l'image des groupes économiques ou simplement des associations de défense d'intérêts qui auraient été dirigées par un volontariat participatif adoptant un mode de fonctionnement objectif imposé par des règlements statutaires, des participations, un conseil d'administration, une direction, un comité, etc. Concernant l'organisation humaine, la topographie de l'habitat est marquée par l'esprit de l'insularité. Autant un territoire insulaire est isolé par la mer, la structure sociale compose l'îlot dans l'île et l'autarcie dans l'autonomie. Cette particularité fut certainement un point fort de l'éducation responsable aux origines historiques et géographiques très anciennes, qui sont devenues nuisances de l'individualisme exacerbé qui finira par fortement nuire à la cohésion collective du présent thème de l'outrage au lotophage.
le Houch manoir de Djerba. L'organisation sociétale s'est inspirée de la géographie et la biologie marquées par l'insularité et l'isolement. Elle compose le réseau humain à la topographie, à la manière d'un corps biologique de cellules autonomes autour d'un modèle vivant. Autant le territoire insulaire est isolé, autant l'habitat est conçu avec l'idée de l'isolement, autant la cellule biologique est vivante, autant les familles sont autonomes. Le Houch djerbien est le mode d'habitat traditionnel, organisé dans l'esprit de fermettes avec des maisons éloignées les unes des autres. Il abrite et protège les vies familiales au sein d'un réseau de cellules sociales isolées par de gigantesques tabias de barbarie, de hautes herbes de végétation centenaire, reliées par des sentiers et des petits passages qui composent les liens d'une vie sociale. Le modèle d'habitat est essentiellement composé autour d'un houch, entendu comme maison forte dans le sens manoir familial, au cœur d'un modèle de vie agricole. Les tabias ont un intérêt quasi sacré pour les djerbiens parce qu'elles contribuaient à l'isolation de l'habitat, au drainage des eaux vers les citernes agricoles, à l'humidité des sols, aux délimitations de propriétés, à la sécurité des habitants. Les tabias sont un des secrets du miracle des lotophages qui contribuaient à l'isolement, à la sécurité, l'état de frontières, de limite, le microclimat, la composition des paysages, la diversité des plantations. D'un point de vue légal, et à ce jour, il est interdit de toucher aux tabias sauf autorisation du ministère de l'Agriculture. Or, nombreux proscrits ont ignoré ces règlements et bafoué l'héritage, s'avérant dédaigneux des traditions coutumières et des lois nationales. Le Houch djerbien est constitué autour d'un modèle agricole similaire avec la maison collective, le manzel, le puits, les aires de battage, les réserves, le système de canalisation, le plan de végétation, les lieux d'accueil. Il est conçu avec le souci d'autarcie pour assurer tous les besoins vitaux, autant pour l'eau, la sécurité, la production, l'alimentation, l'artisanat et l'éducation. L'esprit économe est incarné dans le détail des modes de vie. L'absence de la ressource vitale avait obligé les Herbiens à récupérer les eaux de pluie et gérer précieusement cette ressource d'eau. Toutes les maisons sont dotées d'un système de récupération des pluies et de diverses réserves souterraines pour conserver les eaux. Les citernes sont construites en dur, avec une rigueur d'isolation, d'entretien et d'exploitation. Les maladies gastriques avaient enseigné les risques de l'hygiène. Elles imposèrent de strictes méthodes d'usage, de conservation et d'utilisation hiérarchisée de l'eau. Le Houch est bâti dans une construction renforcée sur le sous-sol d'une citerne de récupération des eaux de pluie, avec un patio intérieur ouvert à plein ciel et d'étroits appartements individuels établis en duplex. Les constructions ne sont pas toujours élevées en hauteur, le camouflage étant une préoccupation majeure. Les aires de jardin considèrent les ombrages et les branchages ainsi que les mouvements du vent et des ouvertures. La bonté du climat de Djerba favorisait les vides extérieures autour de la végétation et des paysages, avec des lieux adoptés ou conditionnés selon les vents et le confort naturel, de paillotes aménagés pour un accueil dans les lieux de fraîcheur. Le manzel restait le plus réservé à la vie des femmes durant la journée, avec des petits appartements et un patio ouvert pour toute la famille en soirée. Les fonctions du manoir. Pendant longtemps, le Houch djerbien était l'élément d'ancrage au sol insulaire d'une puissante force d'appartenance et d'influence, d'enracinement et d'héritage culturel, de production et de formation, d'identité et de solidarité, d'intégration et de prospérité. Il regroupe l'esprit familial au sein d'un réseau solidaire de quartiers pour une communauté des insulaires. Le Houch est la cellule de vie et de production, de formation et d'appartenance, d'identité et d'un maillage de réseau où les liens humains se mêlent à une organisation économique. Le voisinage de terrain est associé aux activités de commerce pour mêler le réseau communautaire aux activités de production qui recomposent les liens civils aux intérêts d'argent, de tissu social et d'attachement professionnel. Il accompagne la formation des jeunes, du mariage de raison à la fonction professionnelle, de l'investissement et des missions outre-mer pour gérer en alternance des commerces et des dépôts. La médisance continentale avait retenu l'épicerie formalisée dans toutes les villes et villages de Tunisie, du petit magasin communément appelé Gerbi. Or, le petit commerce n'était que la partie visible d'une vaste connexion économique dans les finances, l'industrie, les services. Les habitants de Djerba ont été réputés pour leurs activités de production, de commerce et de distribution autour d'une transformation des produits agricoles et de la production d'un semi-artisanat, la distribution et l'échange de nombreux dérivés agricoles pour le coton, textile, huile, produits secs, conserves, savonnerie, cordage, parfums, distillerie, vannerie, d'un commerce marchand sur la route des caravaniers vers le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, les pèlerinages d'El-Quds et de la Mecque, voire Istanbul et Casablanca,
Les Djerbiens furent l'équivalent d'une bourgeoisie d'entreprise qui produit, transforme, migre, entreprend l'investissement financier et industriel sur le continent. L'identité comptable caractérise souvent l'esprit djerbien. La pauvreté des ressources avait très tôt obligé à adopter des méthodes de gestion pour une économie de préservation et de renouvellement, de pourcentage et de rationnement qui formeront des esprits économes et quasi comptables. Le travail et la production sont considérés au pourcentage tenu par des quotas et des parts de moitié, de tiers, de dixième, autant pour l'huile d'olive, le bétail, les œufs, les essences, la laine, la paille. En termes modernes, il s'agit d'une création monétaire d'un crédit sans financement pour une association de commerce à comptabiliser sur les retours-ventes. L'absence du crédit financier ne contraignait pas la grande distribution de l'époque, qui se basait sur la parole de l'amène à valeur d'honnêteté, de foi, confiance et fiabilité et obligation de restitution. Producteurs et distributeurs étaient associés au sein d'un réseau communautaire et commercial au nom d'une seule parole intègre et obligation de restitution d'un stock ou de sa valeur. Certains mots djerbiens sont mêlés aux activités de commerce, de production, de stock, de caisse, de mesure, de calendrier et de saison. Outre son lieu de vie et sa fonction de production, le Houch ancestral est encore référence d'école et de ligne de vie, un centre d'éducation, d'une puissante identité, de modèle de développement et d'éthique morale avec le rôle des mosquées et des divers monuments de mémoire. L'originalité de la religion ibadite a été évoquée, laissant quelques traces culturelles malgré les conversions. Cette pratique fut lessivée par l'État-nation et la désuétude des saints locaux. L'itinérance est une caractéristique du commerce insulaire. Dans l'ancienne djerba, le client ne va pas vers le produit, c'est le produit qui va vers le client. Le marché hebdomadaire ne s'est développé que sous l'autorité du protectorat, d'une manière quasi exotique, de voir l'occidental vendre des produits de pacotille sur le marché de Midoun. Sinon, l'échange est faiblement monétisé au sein d'une communauté pratiquant sous forme de troc, d'échange, de partage ou d'aman. L'insularité a naturellement porté vers l'émigration continentale pour un complément de ressources d'un commerce en Méditerranée et sur les routes de pèlerinage vers Tripoli, Alexandrie, Istanbul, Beyrouth, la Mecque, Jérusalem, puis vers les villes continentales de l'Afrique du Nord, Tunis, Constantine, Alger, Tlemcen, Casablanca. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les activités commerciales des Djerbiens se sont développées vers l'Afrique du Nord et l'Europe, abandonnant peu à peu les comptoirs d'Égypte, d'Orient et de Turquie. Jusqu'aux années 60, mères et grand-mères avaient revendiqué des droits de père ou de mari défunt sur des dépôts de clés à Alexandrie, Jérusalem ou Istanbul. L'actualité politique du Moyen-Orient explique certainement cette rupture de commerce avec l'Orient. Avec l'indépendance des pays nord-africains, la migration des Djerbiens s'est contenue sur la Tunisie et l'Europe. Le développement national a pérennisé les établissements de toutes sortes d'activités commerciales dans toutes les villes et villages de Tunisie. L'esprit d'itinérance et de voyage reste vif chez les Djerbiens, qui lui fait dire qu'on tue le Djerbien à le priver de passeport. Malgré la permanence des établissements sur le continent, les Djerbiens conservaient une intime attache avec leur fief et de forts liens au sein de la communauté d'une vive diaspora. Les retours dans l'île étaient essentiels comme un devoir familial de retrouver les siens pour l'échange d'informations et de connaissances, la transmission des expériences et la stimulation des performances. Il y a une diaspora djerbienne à travers le monde, difficile à évaluer. Le poids matériel et immatériel de l'héritage djerbien n'a pas été identifié et rarement préservé en cause du partage des héritages et de rapines sur la pierre. La rationalité de l'organisation et l'exploitation économe des gens d'autrefois n'est reconnue que dans nos mémoires. Il n'y a pas eu préservation de la connaissance, ni même monographie des sites, ni application des lois sur le patrimoine et de l'environnement, ni autorité publique chargée de défendre ce capital. Le partage et le morcellement du terroir, la destruction des arbres et des tabias, la construction de murs et promotion immobilière dénaturent l'exception insulaire. Aucune autorité locale n'a été capable d'entendre l'intérêt commun ou de réfléchir aux implications sur notre devenir. Si nous ne capitalisons sur les valeurs de durabilité dont le modèle a été appliqué par nos grands-parents, nous finirons dans les irrémédiables désolations de la gabegie, la faillite, la famine, la pollution, le gâchis des paysages tachés, le mauvais esprit et le mal-être.